Merci, mon cher Acha. Thank you, Your Excellency, Dr. Rania. Thank you, Amadou. Et maintenant, c'est mon immense plaisir et honneur d'accueillir le panel avec nos prestigieux chefs d'État. Ce sera une session interactive, une session à laquelle nous allons avoir par ordre alphabétique le président de la Sierra Leone, son Excellence Julius Maada, son Excellence le président Uhuru Kenyatta du Kenya, son Excellence Mahamadou Issoufou du Niger, son Excellence M. Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et son Excellence M. Macky Sall, président du Sénégal. J'espère pouvoir accueillir maintenant nos panélistes. Monsieur le Président Issoufou, si vous le permettez, je vais commencer par vous en votre qualité du président également de la CEDEAO. Les pays africains font preuve d'une grande résilience pour gérer cette crise, mais ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, alors que le reste du monde est également affecté. Le dernier sommet de la CEDEAO virtuel a montré un front particulièrement uni. Comment est-ce que cela change la manière de laquelle le continent gère sa politique sanitaire actuellement? Bien, je voudrais vous remercier, M. Richard Attias, pour l'organisation du présent débat. Et je voudrais également saluer tous les chefs d'État qui y participent. C'est vrai que le continent africain fait face à cette crise sanitaire qui est mondiale. Et pour l'instant, l'Afrique enregistre 0,42% des décès liés au Covid dans le monde, alors que la population du continent représente 17% de la population mondiale. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la résilience de l'Afrique dans cette crise. Peut-être une certaine immunité liée à la prévalence des maladies virales et infectieuses en Afrique. Il y en a qui avancent d'autres raisons comme le climat, la structure démographique de sa population qui est très jeune, et peut-être aussi la marginalisation de l'Afrique dans la mondialisation, avec à peine 2% du commerce mondial. Dans tous les cas, les études et recherches cliniques nous édifieront plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que les mesures barrières adoptées ne peuvent pas à elles seules expliquer une telle résilience, car elles n'ont pas mis les pays développés à l'abri de la pandémie. Les États africains ont compris très tôt la nécessité de coordonner la lutte contre le Covid. Des visioconférences des chefs d'État et de gouvernement ont été organisées au niveau de la CEDEAO et au niveau de l'Union africaine. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment l'institution d'un fonds de solidarité de l'Union africaine en matière de santé, le renforcement de la coopération entre l'organe continental en charge des épidémies, c'est le CDC, et les organes régionaux chargés de la gestion des questions sanitaires. Il y a eu également le renforcement de la coopération entre les États membres en matière de recherche, de formation et d'échange d'expériences dans le domaine sanitaire de manière générale, et particulièrement pour la lutte contre le Covid-19. Dans ce combat contre la pandémie, la solidarité internationale, je crois, est plus que jamais nécessaire en faveur de l'Afrique. Des questions comme l'accès à l'eau, l'accès aux soins élémentaires de santé doivent nous interpeller. Elles doivent être considérées comme relevant, je dirais, du droit humain. Pour l'instant, donc, comme je l'ai dit, l'Afrique fait preuve d'une grande résilience, n'en déplaise aux Cassandres qui ont promis l'effondrement du continent suite à cette grave crise sanitaire. Merci, Monsieur le Président Issoufou. Monsieur le Président Macky Sall, vous oui, avez bonjour, Richard. Bonjour, Monsieur le Président, et merci d'être avec nous. Vous avez, il y a plusieurs semaines, été l'un des tout premiers à prendre la parole et vous avez appelé à un concept très important,
ce que vous avez appelé le nouvel ordre mondial. Pouvez-vous nous en préciser les grandes lignes, Monsieur le Président? Je vous remercie, Richard, d'abord pour cet échange extrêmement important et je remercie le New York Forum Institute et je salue les collègues qui partagent avec moi ce plateau aujourd'hui. Je voudrais également remercier la Commission économique de l'Afrique qui travaille instamment avec nos ministres, mais aussi l'Union africaine à travers la task force qu'elle a mise en place pour s'occuper de la problématique de la dette et de l'annulation de la dette en Afrique. Le constat a été unanime. Cette crise, cette pandémie du Covid-19 a montré que quel que soit le niveau de développement des pays, qu'ils soient pays du G20, pays même du G8 ou du G7, pays africains ou pays en développement, nous n'avons pas pu apporter les réponses appropriées. Nous avons tous été surpris par l'ampleur de la pandémie et malgré les progrès scientifiques, malgré la richesse du monde et de la planète, les systèmes sanitaires globalement ont été défaillants. En tout cas, n'ont pas été capables d'endiguer les conséquences de la maladie. Cela doit nous amener à réfléchir sur le modèle de développement. Finalement, quelle est la finalité de notre humanité? Nous considérons que malgré les financements très importants qui sont consolidés quotidiennement dans les bourses, les transactions qui se chiffrent en trillions de dollars par jour, l'humanité n'a pas été capable, de développer une solidarité entre les pays. Malgré les appels et malgré, en fait, le comportement de l'Afrique, et le président Issoufou vient de le dire, sans moyens importants, l'Afrique a pu quand même être résiliente en termes de nombre de contaminations et en termes de nombre de décès. C'est clair qu'il y a encore des choses que nous ignorons sur le virus, sur le pourquoi de cette résilience de l'Afrique. Il y a certainement une conjonction de facteurs. Mais ce qui a manqué, malgré les efforts au départ, tout à fait louables du G20, d'aller vers un moratoire sur la dette bilatérale, évidemment, c'était un pas, mais un pas insuffisant. Un pas insuffisant par rapport aux conséquences économiques et sociales de la pandémie. Et c'est à ce niveau où nous devons continuer à plaider pour plus de solidarité, pour un nouvel ordre mondial basé sur les valeurs humaines, basé sur la solidarité internationale. Et je dois dire au moment où je vous parle que je me sens un peu triste de constater que, en fait, la pandémie n'a pas suffisamment donné les leçons à l'humanité. Aujourd'hui, vous avez des pays qui ont les capacités de dire nous levons 1 000 milliards de dollars, nous levons 2 000 milliards de dollars. La simple évocation de cette volonté suffit à ces pays pour mobiliser ces ressources. D'autres pays comme les nôtres, malgré leurs efforts, ne sont pas en mesure aujourd'hui de lever 2 000 milliards de dollars ou 3 000 milliards de dollars pour faire face non seulement à la riposte sanitaire, parce que nous sommes dans ce combat au quotidien, jour comme nuit, pour justement contenir la maladie, ne sont pas en mesure de prendre les protections pour leurs entreprises et pour préserver les emplois. C'est donc il y a une injustice qui vient, en tout cas que le Covid vient encore de prouver, et il faut que ce système international change. Moi, je plaide pour un renouveau mondial basé sur plus de justice sociale, plus d'équité, puisque ce que nous vivons, c'est encore les conséquences d'un modèle économique qui découle de la Seconde Guerre mondiale, et tout a été bâti sur ce modèle alors que l'Afrique n'était pas indépendante. Aujourd'hui, 1,3 milliard d'Africains, qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'il y aura le vaccin et que les pays qui vont le découvrir n'acceptent pas de partager ce vaccin pour tous? Donc, nous plaidons aussi pour que le vaccin, quel que soit le pays qui va le découvrir, soit un vaccin mis à la disposition de l'ensemble de l'humanité. Donc, moi, je me situe au niveau des valeurs, au niveau de la vision nouvelle, pour une solidarité nouvelle, pour un monde nouveau. Évidemment, nous allons continuer le combat. Chacun de nos pays se bat aujourd'hui pour atténuer la maladie,
pour contenir la pandémie et pour qu'il y ait le moins de morts possible. Merci, Monsieur le Président Macky Sall. Nous reviendrons sur tous ces sujets qui sont fondamentaux. J'aimerais maintenant m'adresser au Président Ouattara. Monsieur le Président, votre gouvernement a annoncé un vaste plan de riposte au Covid-19. Dans quelle mesure ce plan assure-t-il la protection des plus vulnérables et limiter l'effondrement économique que tout le monde prédit, les fameux Cassandres? Oui, je vous remercie, Richard. Ouais, bonjour à tous mes amis, tous mes frères et les sœurs aussi qui sont passés tout à l'heure avant nous, les sœurs et frères. Moi, je vous remercie. Tout à l'heure, je n'entendais pas du tout ce que Richard nous disait. Je suis heureux de le voir. J'ai bien suivi les interventions de mes frères Issoufou et Macky Sall et nous sommes totalement en phase. Alors, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et le plan que nous avons mis en place, en réalité, nous avons très rapidement mis en place un plan de riposte et ensuite un plan de soutien économique, social et humanitaire. Et je pense que la chose essentielle pour tous nos pays, c'était de réagir très vite. Les premiers cas en Côte d'Ivoire étaient donc aux alentours du 20 mars. Dès le 23 mars, avec 25 cas sur quand même 25 millions d'habitants, nous avons réagi. Nous avons mis en place ce plan et nous avons commandé tous les équipements, que ce soit donc les masques, les lotions, tout ce qu'il nous fallait pour nous protéger. Et immédiatement après, le gouvernement a mis en place un plan de riposte, un plan de soutien économique, social et humanitaire de 3 milliards de dollars, qui est quand même important, ce qui fait 5% de notre PIB. Et ce plan a été rapidement donc fourni grâce à la solidarité internationale, notamment les concours aussi bien des institutions internationales comme le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BAD, mais également donc les bilatéraux. Je me réjouis spécialement de ce soutien. Et comme le disait Macky Sall tout à l'heure, nous pensons qu'il faut faire plus. Notamment, vous voyez, ceci m'amène à une réflexion. Pendant des décennies, étant moi-même issu des institutions internationales, nous avons tous insisté que les pays industrialisés fassent 0,7% de leur PIB pour aider les pays en voie de développement. Avec cette crise, nous voyons que tous ces pays font 5, 6, 7% de leur PIB à cause de cette pandémie. Je crois qu'il y a une morale donc à tirer de cette situation. C'est-à-dire qu'il y a quand même un égoïsme des pays industrialisés pendant des décennies. Depuis l'indépendance, les pays en voie de développement courent après ces 0,7% et ça n'a jamais été atteint. Même les pays les plus valeureux n'ont fait que la moitié, 0,35%. Mais ce n'est pas pour dire que nous voulons tendre la main. Ce que nous voulons, c'est avoir les conditions au plan international pour nous aider à résoudre nos problèmes. Alors, quant à la Côte d'Ivoire, je dois dire que les premiers résultats nous donnent un certain espoir. Le taux de létalité est de 1 à 1,5%. Nous sommes à peu près à 25 décès et le taux des cas positifs est à 52-53%. Et les guéris sont à 45%. C'est-à-dire que les choses commencent à être bien maîtrisées. À la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas de couvre-feu. Nous avons donc repris toutes les activités littéralement, que ce soit les écoles, les restaurants, les hôtels, sur l'ensemble du territoire national. Mais 100% des cas se trouvent aujourd'hui à Abidjan. Depuis le 21 avril, nous n'avons aucun cas à l'intérieur du pays. Donc, nous avons isolé Abidjan pour pouvoir résoudre ce problème. Monsieur le Président Ouattara, une petite question également. Vous êtes, en tant que Côte d'Ivoire, un des champions en termes de, je dirais, production alimentaire et votre ambition est de jouer un rôle encore plus important dans la chaîne alimentaire. Et au plan de la production alimentaire, nous n'avons pas eu de problème. D'abord parce que la Côte d'Ivoire a toujours été un pays agricole
Et c'est pour cela que nous avons procédé à l'isolement très rapide pour préserver l'intérieur du pays, où l'agriculture est la plus importante. Et ceci a bien marché. Nous n'avons pas aujourd'hui de problème de pénurie alimentaire. Il n'y a pas donc de risque à l'échelon même régional de crise alimentaire que certains éventuellement prédisent, Monsieur le Président? Oui, bien évidemment, pour la sous-région, on peut craindre un problème, mais nous avons maintenu, bien sûr, la fermeture de nos frontières, aussi bien au plan aérien, maritime que terrestre. Mais pour les marchandises, nous laissons donc les choses se faire. Donc, nous avons la possibilité, nous sommes reconnaissants aux pays voisins tels que le Niger, le Burkina, le Mali, qui continuent de nous fournir sur certains produits et nous aussi, nous les approvisionnons sur un certain nombre de cas. Donc, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, pas de problème. La sous-région, nous avons quelques inquiétudes et bien sûr le continent, les experts sont là pour le dire que les perspectives sont assez inquiétantes. Merci. Président Kenyatta. Je dirais donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons des plans sur chacun des grands sujets. Par exemple, nous avons un plan de solidarité qui fait 285 millions de dollars, un plan de soutien aux grandes entreprises qui fait 165 millions de dollars, un fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises qui fait 250 millions de dollars, un fonds d'appui au secteur informel. Parce que vous voyez, chez nous, c'est le secteur informel qui a été le plus impacté avec la fermeture des maquis, des petits restaurants. Et là, nous avons mis en place un fonds de 165 millions de dollars et nous avons prévu une enveloppe spéciale de 500 millions de dollars pour le secteur agricole, pour revenir à la question que vous m'avez posée, parce que nous voulons maintenir la résilience du secteur agricole. Donc, pour le moment, les choses ne se passent pas trop mal. Je signale que notre taux de croissance avant la pandémie était estimé par les institutions de Bretton Woods à plus de 7%. Nous pensons que nous serons en 3 et 4% de taux de croissance malgré la pandémie. Merci, Monsieur le Président. Nous reviendrons dans un instant sur d'autres sujets. Monsieur le Président Kenyatta. Kenyatta, merci pour votre patience. Vous avez demandé aux pays africains de plus collaborer pour aller au-delà de cette crise. D'une façon concrète, comment est-ce que les pays africains peuvent augmenter les ressources à travers les pays? Alors, tout d'abord, je veux remercier mes collègues pour leur participation et pour vous aussi, Richard, pour organiser ce forum. Et tout d'abord, je veux dire que c'est très clair pour moi et pour beaucoup de mes collègues sur le continent africain que notre succès pour combattre et vaincre cette maladie va être basé sur les réponses de nos pays individuels, mais sur notre réponse collective en tant que continent. Parce que ça, d'une façon ultime, c'est vraiment, nous avons besoin de chacun les uns les autres pour pouvoir aller au-delà de ce problème. Je vais aller plus loin en disant que nous avons un dialogue très engageant qui est avec le président de l'Union africaine. Nous avons échangé des idées, des possibilités. Tout d'abord, ce que nous avons fait, ce que nous pouvons faire en tant que continent, et d'une façon égale, nous se joindre ensemble pour que nous puissions aussi avoir le soutien de la communauté internationale, non pas nécessairement pour un pays individuel, mais pour le continent. Je suis certain que vous le savez, nous essayons de mobiliser les ressources limitées que nous avons pour avoir une position commune. Nous avons de l'argent dédié pour le centre de CDC à Addis Abeba. Nous sommes engagés pour continuer à être certains que nous pouvons nous assurer en tant que pays et en tant que continent que nous puissions partager les ressources que nous
pouvons amener individuellement, que ce soit les PPE, les matériaux de protection, que ce soit les choses que nous puissions amener de chaque pays. Mais je pense qu'à la fin, c'est un problème que l'Afrique en elle-même pourra s'occuper d'elle-même. Je continue de souligner que ce n'était pas un problème qui a été créé par l'Afrique, mais malheureusement qui aura un effet le plus fort sur l'Afrique que n'importe où dans le monde. Donc la communauté internationale a aussi une obligation pour soutenir notre continent, pour continuer à essayer de vaincre cette maladie. Et nous demandons aussi à ce que ce ne soit pas le moment de blâmer quelqu'un d'autre, et c'est le moment de trouver des solutions, des vaccins, de réouvrir les économies. Nos pays sont aujourd'hui beaucoup plus dépendantes qu'avant d'une économie mondiale. Et nous, sous cet confinement, malheureusement, a mis un handicap à toutes nos industries, que ce soit au Kenya, que ce soit le tourisme, que ce soit des mines dans d'autres pays, et toute cette industrie qui sont à l'arrêt. Donc nous faisons face à un problème avec le corona, mais nous avons aussi un problème sévère avec des économies sous-développées, du chômage, mais aussi les dommages des changements climatiques. Alors que ça se passe en ce moment au Kenya, à ce jour où nous avons des inondations très fortes. Donc pour gagner, ça doit être un partenariat. Nous devons changer la façon dont nous pensons. Nous devons changer comment nous faisons une approche de l'humanité aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Président Bio, merci d'être présent. Votre pays était un pays qui a eu le plus d'effets malheureux avec la crise de l'Ebola. Donc c'était une occasion, si je peux le dire, pour le continent africain d'apprendre beaucoup de leçons. Donc comment avez-vous été aidé pour s'occuper de cette crise? Oui, merci Richard. Vos excellences, mesdames, messieurs, distingués, je suis très heureux de faire partie de cette discussion. Le Covid nous a séparés, mais grâce à cette technologie, nous pouvons nous voir et nous pouvons parler d'une façon de sortir du Covid. Nous avons en effet subi les conséquences de l'Ebola et nous avons appris des leçons. Et nous avons mis des étapes à l'époque pour pouvoir qui peuvent déborder sur la situation courante. Lorsqu'on parle du Covid, eh bien, lorsque nous avons entendu parler qu'il y avait le Covid un petit peu partout, nous avons tout de suite mis des mesures en place. Nous n'avions pas fermé nos frontières, mais nous étions très vigilants. Tous les gens qui rentraient dans le pays, nous avons mis un système de quarantaine avec des protocoles en place pour être certain que les gens qui arrivaient dans notre pays n'allaient pas se mélanger au reste de la population pendant au moins 14 jours avant qu'ils puissent aller se mélanger à la population, que ce soit des citoyens du Sierra Leone ou des étrangers. Donc je pense que nous avons donc pris ces mesures et au port d'entrée dans la Sierra Leone. Et c'est comme ça que nous avons pu minimiser la menace du corona. Une fois qu'on a eu notre index de cas, eh bien, on s'est demandé qu'allons-nous faire pour être certain qu'il ne va pas y avoir une contagion. Quels seraient nos meilleurs efforts pour vraiment réduire la vitesse de la contagion. Et donc, encore une fois, nous avons appris de notre expérience passée avec l'Ebola. Nous avons mis en place des mesures immédiates pour que les gens ne puissent pas sortir de Freetown, hein, la capitale du pays. Nous avons mis des mesures en place avec des collègues à travers le monde où nous
nous avons mis en place des mesures similaires pour réduire la vitesse de la contagion. Et bien sûr, avec différents modes de transmission, ça a été difficile. Et jusqu'à présent, nous avons testé 4000 personnes, environ 4000 personnes, et nous en sommes à 150 à 170 cas pour le moment. Nous avons eu 534 cas et nous n'avons eu que 33 décès jusqu'à présent. Et ensemble, ce que nous avons fait de notre expérience avec l'Ebola, nous avons pu faire un suivi des contacts. Et ça, c'était très important. Et ensuite, nous avons pu nous rassembler et mettre en place une structure nationale. Et une des leçons que nous avons apprises de la crise de l'Ebola, et comme le coronavirus, le meilleur médicament, c'est la prise de conscience de la part de la population. Tout le monde qui doit savoir, c'est la biologie du coronavirus, voilà ce que c'est, voilà quel est le mode de transmission, de contagion à travers le pays. Tout le monde devrait savoir comment prévenir cette contagion et lorsqu'ils sont en contact avec quelqu'un qui avait ce virus et comment nous pouvons arrêter cette contagion. Et ça, c'est le meilleur médicament jusqu'à présent. Avec une intervention biomédicale jusqu'à ce jour. Donc, en partageant une mobilisation, en plus des mesures mises en place, que tous les gens puissent travailler ensemble pour être certains que la contagion ne se fait pas, que vraiment la leçon de la crise de l'Ebola nous a vraiment permis d'apprendre, donc de voir comment nous pouvons nous occuper de cette situation et comment nous pouvons maintenir ces choses-là. Et nous avons l'expertise technique dans notre pays où nous avons pu nous mobiliser très rapidement. Donc jusqu'à présent, nous avons pu vraiment d'une façon relative contenir ce virus pour ne pas qu'il y ait une contagion rapide, et nous avons pu ralentir le taux de transmission et pour être certains que nous battons non seulement pour la vie, mais pour aussi une façon de vivre. Et donc, et avec cette situation économique très difficile, donc certaines mesures que nous avons mises en place, nous avons eu plus de mal à les faire passer. Et nous ne voulions pas utiliser des mesures que les autres avaient utilisées juste parce que c'était en place. Le confinement total, par exemple, c'était pas possible de faire ça ici. Et ce que nous avons fait, nous l'avons fait par district. Nous avons des horaires où les gens ne peuvent pas se déplacer. Et puis jusqu'à présent, nous avons, je pense, pas mal réussi. Nous sommes très fiers. Nous avons l'expertise. Et c'est comme ça que nous avons pu donc faire cela pour ralentir la contagion. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais revenir vers vous sur un sujet important. En dépit de cette pandémie et de la trêve évoquée par le secrétaire général des Nations Unies, les risques sécuritaires demeurent très importants sur le continent africain. Comment est-ce que la pandémie affecte-t-elle, en quelques mots, si je puis dire, la situation sécuritaire au Sahel notamment? La question s'adresse à moi? Oui, Monsieur le Président. La question s'adresse à moi, Richard? Oui, Monsieur le Président, oui, Issoufou, elle est à vous, mais Richard. si d'autres veulent réagir, ils sont les bienvenus. Richard, permettez-moi, avant de répondre à cette question relative à la sécurité, de faire un commentaire sur le nouveau paradigme qu'il faut mettre en place après cette pandémie. Je voudrais dire tout simplement que la mondialisation, globalisation, a aboli vraiment les distances et toutes les conditions sont donc réunies pour que se manifeste ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est-à-dire les petites causes qui produisent de graves conséquences, comme le prouve la crise sanitaire actuelle. Le Covid nous rappelle notre communauté de destin. Cette communauté de destin doit amener à réfléchir sur la conception et la mise en œuvre d'un nouveau paradigme.
Ce nouveau paradigme suppose une nouvelle politique, nouvelle gouvernance politique et économique mondiale plus démocratique, l'accélération de l'intégration politique et économique du continent africain et des institutions démocratiques fortes, capables de promouvoir une bonne gouvernance politique et économique dans les différents États du continent. Ce sont, je crois, ces grandes questions qui doivent alimenter le débat au niveau continental comme au niveau mondial. Ce débat ne doit plus être éludé. On ne peut plus éluder la question de la réforme, par exemple, des institutions des Nations Unies, notamment celle du Conseil de sécurité. On ne peut plus éluder le débat sur les inégalités et la nécessité de nouvelles dynamiques sur la répartition des richesses à l'échelle mondiale et à l'échelle de chaque pays. Ce débat, comme on le sait d'ailleurs, a préoccupé des générations d'économistes, mais la question n'est pas technique, elle est politique. Je voudrais rappeler d'ailleurs que le célèbre économiste américain Simon Kuznets, l'inventeur du PIB, comme on le sait, avait défendu la thèse selon laquelle les inégalités s'accentuent pendant les premières phases de l'industrialisation et diminuent spontanément aux phases avancées du développement. Il l'a dit pendant la guerre froide, pour garder les pays en voie de développement dans l'orbite du monde libre. Mais en réalité, il n'y a rien de spontané. Il faut nécessairement que des forces s'organisent pour lutter contre les inégalités, pour concevoir et mettre en œuvre le paradigme post-Covid-19. Le nouveau paradigme, à mon sens, doit être centré non seulement sur la lutte contre les inégalités, mais aussi sur le défi climatique. Car le modèle actuel, le président Macky l'a dit tout à l'heure, agresse la nature, alors que nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres, comme dit quelqu'un, nous l'empruntons à nos enfants. Le nouveau paradigme doit permettre à l'Afrique de mobiliser les ressources financières nécessaires pour sortir ces populations de la pauvreté. Cela doit être le résultat de plusieurs actions hardies qu'il faut entreprendre. D'abord, il faut promouvoir la capacité des États africains à lever l'impôt, cela est important. Mobilisation des ressources internes, au moins jusqu'à 24% du PIB, contre moins de 20% actuellement dans beaucoup de pays africains. Il faut aussi promouvoir les investissements directs étrangers. Il faut mobiliser les ressources de la diaspora africaine. Il faut enfin, le président Ouattara a évoqué ça, que les pays développés réalisent leurs promesses faites au début des années 70 de porter le niveau de l'aide publique au développement à 0,7% du PIB, ce qui est relativement faible d'ailleurs. Si on compare ce niveau au niveau du PIB, de l'aide apportée par les États-Unis dans le cadre du plan Marshall à la reconstruction de l'Europe, c'était 4% du PIB des États-Unis pendant 5 ans qui ont été consacrés à la reconstruction de l'Europe. Vous voyez, par rapport aux 0,7%, le niveau du plan Marshall était très élevé. Et enfin, et je crois que cela a été répété à plusieurs reprises par le président Macky, il faut annuler la dette du continent. Toutes ces actions supposent la promotion, bien sûr, d'un certain nombre de valeurs, dignité, liberté, solidarité, égalité, justice. Ce sont ces valeurs, je pense, qui doivent fonder le nouveau paradigme. Et pour revenir sur la sécurité, si vous permettez, pour revenir sur la sécurité, donc, on sait que l'Union africaine s'est fixée en 2020 pour objectif de faire taire les armes, qui est un des objectifs du premier plan décennal de l'agenda 2063, et l'Union africaine étant consciente de l'étroite liaison qui existe entre sécurité et développement. Or, la crise sanitaire actuelle a de graves conséquences socio-économiques. Récession, chômage, cela a été dit, accentuation de la pauvreté, notamment du nombre de personnes souffrant de la faim. Elle aura donc des conséquences certaines sur la sécurité. Néanmoins, en ce qui concerne le Sahel, dans l'immédiat, cette crise n'a pas eu de conséquences sur le développement des opérations militaires menées par la force conjointe du G5 Sahel, par la force Barkhane, par les armées nationales et par la force mixte multinationale dans le Sahel, notamment dans ce qu'on appelle la zone des 3 frontières et dans le bassin du lac Tchad. Nos forces de défense et de sécurité prennent de plus en plus l'ascendant sur les terroristes.
Alors, la mise en place de la coalition Sahel de lutte contre le terrorisme, décidée le 13 janvier à Pau par le G5 Sahel et la France, permettra de conforter cette tendance à travers notamment le démarrage de l'opération Takuba, qui sera formée par les forces spéciales européennes, par le démarrage également des forces en attente de la CEDEAO et de l'Union africaine. Nous souhaitons bien sûr la participation davantage de pays à la coalition Sahel, qui est bâtie autour de 4 piliers: l'intensification de la lutte contre le terrorisme, le renforcement des capacités militaires des États membres du G5 Sahel, le retour des États et de l'administration dans les zones sous menace terroriste et le développement économique et social. Je profite, Richard, de l'opportunité que vous m'offrez pour lancer un appel à la solidarité en faveur du Sahel, qui va connaître une triple crise: sécuritaire, sanitaire et économique. Donc, il y a vraiment des conséquences sur le plan sécuritaire qui sont là et auxquelles nous devrons continuer à faire face. Merci, Monsieur le Président. Président Macky Sall, Président Ouattara, Président Kenyatta. On n'entend plus. Je suis Président Macky Sall, vous On m'entendez? n'entend plus. Oui. Président Ouattara et Président Kenyatta. Richard. Sur la dette, est-ce que selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire sur la dette commerciale et qu'est-ce qu'il faut faire sur la dette publique? J'aimerais avoir votre sentiment, Monsieur le Président Macky Sall. Pareil, Président Ouattara and President Kenyatta. I would like, after President Macky Sall and President Ouattara, to know what is your strong opinion about what should be done for the public debt and the commercial debt for Africa. Monsieur le Président Macky Sall. Merci beaucoup, Richard. Je voudrais, avant d'aborder ce point, revenir quand même sur les considérations nationales pour dire qu'à ce jour, nous avons un nombre total de malades testés positifs au Sénégal de 2617, avec 1133 guéris et 30 décès. Évidemment, nous avons 1453 qui sont encore en soins. Nous avons naturellement, à l'instar de tous les pays africains, lancé un programme national de résilience économique et sociale doté d'un fonds de 1000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 1,6 milliard de dollars, pour d'une part accompagner la résilience sociale des ménages, mais aussi la stabilité macroéconomique avec le soutien à l'entreprise et la protection des emplois. Nous avons aussi renforcé cette sauvegarde de la stabilité macroéconomique à travers des mesures fiscales innovantes, enfin, des réductions, même des effacements, mais également des programmes d'injection de liquidités en relation avec les banques. Et enfin, nous avons sécurisé les stocks stratégiques du pays, que ce soit les stocks alimentaires ou pétroliers. Nous avons bien entendu des inquiétudes si la crise devrait perdurer, que le Sénégal n'a pas la chance de la Côte d'Ivoire, qui a quasiment une autosuffisance alimentaire. Nous sommes gros consommateurs de riz et nous sommes à peu près à plus de 70% donc d'autosuffisance en la matière. Donc nous avons à préparer quand même cet approvisionnement si la crise devrait perdurer, surtout en Asie. En ce qui concerne la dette et ce qui a été dit, je dois aussi rendre hommage au Fonds monétaire et à la Banque mondiale, puisque leur réaction a été immédiate par la mise en place de dispositifs et de mécanismes, notamment la mise à disposition de droits de tirage spéciaux pour les États. Et cela n'est pas suffisant, c'est pourquoi j'ai dit, après avoir salué les gestes qui ont été posés, il nous faut maintenant aller de l'avant, notamment pour que la dette bilatérale soit annulée, ça prendra un peu de temps, mais en attendant, il faut rappeler que l'encours de la dette bilatérale de l'Afrique subsaharienne représente moins de 2%. Moins de 2% des ressources mobilisées au cours de cette pandémie pour les pays du G20. Donc, vous voyez les proportions. C'est moins de 2%. Il faut innover, bien entendu, sur la dette commerciale, parce que c'est surtout à ce niveau qu'il faut que les efforts soient faits.
afin de soulager nos pays, qu'ils soient capables de, bien sûr, de rembourser cette dette commerciale, mais qu'ils aient des espaces budgétaires devant leur permettre justement de poursuivre la riposte sanitaire qui se poursuit. Il faut faire les tests à plus grande échelle, il faut soigner les malades, il faut les mettre, les isoler. Et tout cela coûte beaucoup d'argent, il faut du matériel, nous l'avons dit, je ne reviens pas là-dessus. Mais il nous faut peut-être innover, et le groupe africain est en train de réfléchir sur un véhicule peut-être à mettre en œuvre, et ce véhicule pourrait bénéficier du soutien ou de la garantie des pays partenaires, par exemple de l'Union européenne, des mécanismes aussi que le Fonds monétaire peut mettre en avant. Même les pays du G20 pourraient utiliser le droit de tirages spéciaux pour essayer de donner les garanties à ce véhicule qui pourrait soit racheter la dette commerciale, mais là, disons, les pays auront une durée, une maturité plus longue, ça va être une dette sur 15 ans, 20 ans, 25 ans maximum, et elle pourra être payée à des taux beaucoup plus faibles, de 2% à 3%, contrairement au taux classique des eurobonds. Voilà ce que nous demandons. Ce n'est pas de l'aumône. Nous demandons simplement plus de solidarité. Il nous faut un nouvel état d'esprit et il faut que nous comprenions que seuls les uns ne peuvent pas aller sans les autres, puisque le virus a montré qu'il faisait fi des frontières internationales. Le virus ne demande pas de visa pour entrer aux États-Unis, en Europe ou en Afrique. Donc, sur cette base, nous avons une communauté de destin et je suis absolument certain que si nous prêtons attention et que nous redonnons sens à l'économie réelle, c'est-à-dire celle-là qui permet d'investir davantage dans l'agriculture pour l'alimentation de la planète, dans l'énergie durable pour la préservation de notre climat, dans les infrastructures de la santé pour justement apporter les ripostes appropriées pour l'humanité, en l'éducation et la formation, bref, réaliser un développement qui a du sens parce qu'il mettra en avant le bien-être de l'homme tout court. Voilà ce que je crois dire sur ce point. Et sur la dette, il y a des efforts qui peuvent être faits. Et croyez-moi, les Africains sont extrêmement résilients. Les Africains ne sont pas des paresseux, contrairement à une idée qu'on veut répandre. Les Africains travaillent plus que les autres et gagnent beaucoup moins. Ils sont dans les champs, ils sont dans les usines, ils travaillent, mais ils subissent de manière injuste les conséquences de la mondialisation. On le voit sur le climat. Ce sont eux qui polluent le moins et qui subissent le plus les conséquences du dérèglement climatique. Il en est de même de l'économie. Aujourd'hui, les grandes économies ont des ressorts sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour sortir de ces crises. Alors, qu'allons-nous faire après le Covid-19? Les conséquences seront beaucoup plus graves que les conséquences sanitaires. De quels moyens nous disposerons pour accompagner nos compagnies aériennes, accompagner notre tourisme, qui est l'une des mamelles pour un pays comme le Sénégal? Tout est fermé depuis 3 mois et ça va encore l'être d'ici un semestre. Voilà ce que je dis donc, c'est qu'on invente ensemble des mécanismes de solidarité qui permettent à l'Afrique en toute unité de pouvoir faire face à ces obligations. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Président Ouattara, vous souhaitez réagir sur cette question de la dette, s'il vous plaît? And after President Kenyatta, I would like also to get your view on the debt queue, which is a very important one. Monsieur le Président Ouattara. Oui, merci, cher Richard, merci. Évidemment, la question de la dette, je voudrais d'abord me féliciter de l'initiative prise par l'Union africaine de désigner 4 de nos éminents experts, que ce soit mon jeune frère Tidjane Thiam, mon jeune frère Kaberuka, Trevor Manuel Ngozi, qui travaillent sur cette question et qui ont une expertise reconnue mondialement. Et je suis sûr que leurs discussions et leurs efforts nous permettront d'aller de l'avant. Je reviens pour dire que pour l'aide publique internationale, nous avons une opportunité avec cette crise d'avoir un nouveau départ et que les pays peuvent facilement respecter les 0,7%, puisqu'ils l'ont démontré en faisant des taux, en faisant des programmes de 5-6% du PIB en raison de cette pandémie. Donc, il y a un besoin de solidarité. En ce qui concerne la dette multilatérale, je me félicite
des initiatives prises par les responsables, que ce soit Kristalina Georgieva, David Malpass, mon jeune frère Akin de la Banque africaine et d'autres, qui ont quand même mobilisé des ressources exceptionnelles et qui sont en train de revoir des mécanismes spécifiques pour aider les pays africains notamment. Mais bien évidemment, nous avons la question de la dette privée. Cette dette privée doit être traitée de manière sensible. Nous allons sur les marchés internationaux. Nous considérons que les taux d'intérêt que nous payons sont surévalués, sont trop élevés. La Côte d'Ivoire a de meilleurs critères macroéconomiques que de beaucoup de pays européens. Pourtant, quand nous allons sur les marchés internationaux, nous empruntons à 6%, alors qu'en Europe, ces pays empruntent à 1,5%, sinon moins. Donc, il y a un problème de reconnaissance de la stabilité et de la sécurité dans nos pays. C'est pour cela, personnellement, je suis très attaché au cadre macroéconomique. Et c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. Le cadre macroéconomique est un cadre donc stable. C'est un cadre qui prévoit des initiatives importantes. Après cette crise, nous allons remonter à des taux de croissance de 8-9% sur la décennie à venir. Donc, je voudrais insister sur le fait qu'il y a des efforts à faire. C'est des questions sensibles en ce qui concerne la dette privée. Je fais confiance au groupe d'experts que l'Union africaine a bien voulu mettre en place pour nous aider à trouver des solutions avec les créanciers du secteur privé. Président Kenyatta, quel est votre avis personnel au sujet de la dette qui est vraiment le problème essentiel? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, je veux rejoindre le président Macky Sall pour remercier la Banque mondiale et puis le FMI pour la façon dont ils ont répondu à ce désastre et comment ils se sont vraiment occupés et ont parlé à beaucoup de pays africains et à beaucoup de pays moins développés à travers le monde. Mais nous devons aussi avoir la bonne compréhension parce je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur la compréhension de la dette. L'Afrique a une dette, et que ce soit une dette publique ou commerciale, eh bien, la raison pour développer des infrastructures qui sont malheureusement pas au niveau, à l'enseignement, à l'éducation, à la santé, pour créer des économies durables qui peuvent créer du travail pour nos jeunes hommes et nos jeunes femmes. Et je crois très fort je pense que nous sommes témoins des résultats de ces investissements. Nous avons vu la croissance, cette croissance qui a augmenté d'un taux très très bas, à 1-2%, jusqu'à beaucoup qui vont à des chiffres très hauts, qui ont les plus hauts des plus hauts, les croissances les plus hautes des plus hautes, et qui sont trouvées ici sur le continent africain grâce à cet investissement. Et maintenant, nous sommes ici, nous avons fait ces investissements, nous avons maintenant des défis mondiaux qui ne sont pas faits en Afrique, qui n'ont pas été créés en Afrique, qui ont maintenant comme résultat à ce que nos économies commencent à stagner. Et ce que nous voulons dire, eh bien, c'est que c'est une opportunité pour la communauté internationale de comprendre le continent et de pouvoir dire, eh bien, comment pouvons-nous vous aider à ces pays qui sont en train de se battre pour non seulement créer de la croissance, mais pour créer de l'emploi, pour créer un impact social en ce qui concerne l'éducation, la santé, l'enseignement et d'autres choses. Et pour pouvoir le faire, eh bien, ce serait de nous aider
pour que nous puissions avoir une économie durable pour payer notre dette. Et donc, lorsqu'on voit les problèmes qu'il y a dans le tourisme et d'autres secteurs, par exemple les matières premières, le pétrole, le café, le thé, le chocolat, et puis les autres industries dans lesquelles nous sommes, eh bien, nous étions en train de repayer, nous étions en train de payer, mais maintenant nous avons eu cet obstacle qui n'est pas sorti de l'Afrique, comme je l'ai dit, mais qui vient de l'extérieur du continent africain. Et maintenant, nous avons besoin d'un espace physique, non seulement pour s'occuper de nos citoyens, mais aussi pour aider nos concitoyens qui sont au chômage d'avoir une sécurité, des sécurités sociales. C'est donc dans cet espace africain, il faut leur donner l'opportunité de créer cet espace fiscal pour créer des besoins sociaux. Et une fois qu'on est de retour sur nos pieds, on va pouvoir recommencer à avancer. Donc, encore une fois, le thème de cette réunion, je pense que c'est le moment que le monde a besoin de se regarder les uns et les autres dans des circonstances différentes. Nous ne sommes pas là pour demander la charité. Nous voulons un espace fiscal pour que nous puissions nous occuper de notre population, pour que nous puissions avoir des économies durables, pour que nous puissions faire partie d'une communauté mondiale. Ce n'est pas de la charité, ça c'est du soutien basé sur une crise qui n'a pas été créée sur le continent africain. Donc je crois vraiment que ça c'est l'opportunité pour le monde de se réunir et de montrer que nous pouvons être partenaires pour l'avenir de l'humanité. Merci, président du Kenya. Merci, monsieur le président du Kenya. Président Bio, est-ce que vous êtes aligné avec ce que vos collègues viennent de dire? Oui, absolument, définitivement. L'Afrique a toujours été toujours en dernier de tout ce qui se passe à la fin du monde, dans le monde entier. Nous avons fait des progrès et ce progrès, malheureusement, a été interrompu par le Covid. Nous n'avons pas ce montant d'argent pour créer ces plans de relance qui sont mis en place à travers le monde. Si nous avions l'opportunité de pouvoir s'occuper de notre dette, si on avait l'opportunité de pouvoir rembourser cette dette, ou si on parle d'annulation de cette dette, je pense que ce serait vraiment une chose très très bien. Et nous voulons être certains que nous sommes engagés et nous voulons montrer au monde que nous voulons être inclus dans ce que nous parlons, que l'Afrique est aussi inclus dans le processus du développement. Nous ne voulons pas être les derniers. Et encore une fois, nous nous occupons du Covid et il y a un impact extraordinaire dans nos économies qui sont faibles malheureusement, mais nous devons faire des efforts. Donc je suis tout à fait aligné avec les avis de mes collègues et c'est ce que nous devons faire, de montrer au monde de la solidarité pour l'Afrique et cette résilience que nous avons pour construire cette assistante si nous voulons pouvoir avancer et redémarrer nos économies. Merci, Monsieur le Président. Avant de passer à la conclusion, je voulais juste partager avec vous une petite vidéo. Nous avons posé des questions aux jeunes. Et vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup de jeunes et ils veulent avoir une voix. Et je pense que nous avons des questions, des choses, des commentaires qu'ils voudraient vous poser. Donc je veux partager avec vous ce que la jeunesse africaine a vous demandé, ce qui a été enregistré il y a quelques jours. Voici la vidéo très rapide. In most African countries, businesses, startups, and small businesses owned by young people has been closed down. And to continue to work, they will need a capital. So how are the government going to ensure that the financial system are supporting and easing the access of funds to those businesses? With schools around the continent now closed,
Many children and their families, especially those in disadvantaged communities, are in a difficult situation. How will you ensure, or how are you ensuring that all children continue to have access to education and learning? Nous avons vu un déferlement d'initiatives numériques qui ont été portées par différents jeunes sénégalais de part et d'autre pour de la distribution, pour de la sensibilisation, pour des tests, en tout cas des tests en ligne. Comment avez-vous jugé ce support des populations et pensez-vous qu'un jour nous puissions être intégrés dans les stratégies de riposte à des pandémies ou à des risques majeurs que court le pays? Le temps passe très très vite. Je vous propose que vous répondiez à une question importante. L'éducation. Apparemment, le son n'arrive pas. So I hope you will get the sound from me. Là, apparemment, le son arrive. Thank you. Malheureusement, c'est ce qui me permet d'espérer encore que les événements physiques continueront à avoir lieu. Beaucoup mieux que ces événements virtuels. I hope, President, that the physical event will be back soon because this world of virtual is okay, but I don't think this is our destiny. So anyway, how do you react? Comment réagissez-vous sur l'éducation? L'Afrique a besoin d'être encore plus connectée. Tout le monde n'a pas un ordinateur. Dans les zones rurales, how do you deal with online education in this current time? Who wants to answer? Qui veut répondre en premier à ce problème de l'éducation? Président Macky Sall, please. Je te remercie, Richard. L'éducation est un secteur transversal, fondamental pour le développement de nos sociétés. Nous avons au Sénégal considéré que nous devons tout de même changer de paradigme en matière d'éducation, orienter beaucoup plus les élèves vers les formations scientifiques et techniques, mais aussi vers la formation professionnelle. Puisque en réalité, le monde a changé et l'Afrique doit pouvoir se connecter, s'intégrer à l'économie mondiale. Les nouvelles technologies devront être aujourd'hui présentes dans notre quotidien. Donc, nous avons au Sénégal à peu près 75% des bacheliers, ils viennent des séries littéraires. L'enjeu, c'est que dès le primaire, qu'on essaye de créer de la vocation et que déjà au cours du cours moyen et secondaire, que nous puissions progressivement aller vers 50% au moins de bacheliers scientifiques et 50% peut-être littéraires avant d'inverser en faveur de l'enseignement technique et scientifique. Parce qu'il y va aussi du développement de ces startups dont la jeune fille du Rwanda a parlé. Il y va de toutes ces nouvelles technologies, de la nouvelle orientation mondiale vers l'Internet des objets. Il faudra donc que nous, le produit qui est formé à l'école, soit un produit capable de vivre la mondialisation. Nous avons aussi, pour accompagner les startups, créé une délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et pour les femmes, qui annuellement reçoit une dotation de 50 milliards de francs CFA, c'est à peu près, voilà. Mais grâce au concours de la BAD, et je salue aussi les efforts de la Banque africaine de développement dans cette pandémie, tout comme la Banque islamique et vraiment tous les partenaires. Donc, grâce à leur action, à l'AFD, cette année, nous avons pu mettre plus de 200 millions de dollars à peu près dans le financement des startups, dans le financement de l'autonomisation des femmes, sans demander des garanties que ces jeunes ne peuvent pas payer. Alors, ce sont des solutions comme ça qui pourront nous permettre naturellement d'accompagner cette innovation de la jeunesse africaine, qui est une jeunesse très innovante, très entreprenante, qui l'a prouvé, mais qui a besoin de l'accompagnement de l'État, parce que les banques classiques, naturellement, n'acceptent pas de financer des projets sans garantie. Donc, il faut du partenariat public-privé, il faut que les États accompagnent, mais il faut que l'éducation soit à la base des efforts de notre développement. Je m'en arrête là parce que mes collègues doivent
certainement dit des choses très Président importantes. Issoufou, s'il vous plaît. Monsieur le Président Issoufou, vous avez la parole. C'est moi qui parle? Oui, vous avez la parole, Monsieur le Président Issoufou. Oui, merci. Merci Richard. Je voudrais, avant de répondre à la question sur l'éducation, rappeler que au niveau du Niger également, nous avons mis en place, face à la crise sanitaire, un plan de riposte d'un coût de 2,2 milliards de dollars et qui prévoit donc des mesures fiscales, des mesures de soutien aux PME et également un plan de soutien aux populations vulnérables. Et pour l'instant, le Niger enregistre à peu près 9 cas testés, 714 sont guéris et on a enregistré jusqu'ici 55 décès. Donc, on essaie de contenir la pandémie et on y arrive avec les mesures barrières que nous avons mises en place. Maintenant, par rapport à la jeunesse, notre continent, comme on le sait, se caractérise par sa structure démographique avec une population très jeune. L'âge médian de la population est de 19 ans. Cette jeunesse de la population est à la fois un atout et un défi majeur. Ça ne sera un atout que lorsque nous serons capables de transformer cet actif démographique en dividende économique. Donc, il faut éduquer, soigner, former les jeunes. Et d'ailleurs, dans le cadre du programme de renaissance que nous sommes en train de mettre en place en œuvre au Niger, nous avons pour ambition de porter le pourcentage des jeunes orientés, par exemple, vers les centres de formation professionnelle et technique que nous privilégions jusqu'à hauteur de 40%. Étant entendu qu'il faut se rappeler, dans les pays développés et dans les pays émergents, ce ratio est de 60%. Donc, en 2011, il était de 8% au Niger. Nous allons le porter à 40% en 2021. Et c'est cela qui permettra d'améliorer l'employabilité, si je peux m'exprimer comme ça, de la jeunesse. De manière générale, en Afrique, nous recevons sur le marché du travail 10 millions de jeunes chaque année. Ces jeunes seront peut-être 30 millions en 2040-2050. Il faut donner de l'emploi à toute cette jeunesse qui arrive sur le marché du travail. C'est pour cela qu'il est important d'insister sur la mise en œuvre de l'agenda 2063, dont les différents programmes vont favoriser l'intégration et donc vont par conséquent permettre de donner les emplois qu'il faut à notre jeunesse. D'où la nécessité d'accélérer après le Covid la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine qui devrait être mise en vigueur au mois de juillet prochain. Mais malheureusement, le Covid nous amène à différer la date de mise en œuvre. Des réflexions sont en cours pour que le calendrier de mise en œuvre soit effectivement accéléré. Mais à côté de la zone de libre-échange continentale, il y a également les autres plans de l'agenda 2063 sur lesquels il faut mettre l'accent. C'est le plan des infrastructures, par exemple, en Afrique. L'Afrique a besoin de chemins de fer, l'Afrique a besoin d'énergie, l'Afrique a besoin d'infrastructures aéroportières, portières, etc. Tout ça, ça va créer effectivement des emplois. On a besoin de développer l'industrie parce qu'il ne faut pas que l'Afrique continue à être un réservoir de matières premières. Tant que nous serons un réservoir de matières premières, eh bien, nous ne pourrons pas produire suffisamment d'emplois pour notre jeunesse. Il faut donc transformer nos matières premières, créer des emplois pour cette jeunesse qui va arriver par millions sur le marché de travail. Il faut mettre en œuvre aussi le plan de développement agricole de l'Afrique. L'Afrique importe près de 50 milliards de céréales chaque année, 50 milliards de dollars, j'entends, chaque année. Nous avons le pourcentage le plus important de terres arables dans le monde, donc il faut mettre l'accent sur le développement agricole, etc. Donc l'Afrique a beaucoup d'atouts. Et après le Covid, il va falloir accélérer cette intégration et la solution des problèmes qui se posent à la jeunesse aujourd'hui se trouve dans l'intégration. Merci, Monsieur le Président. Qui veut réagir sur les discours? Je voulais dire quelques mots, Richard, si vous me permettez. Je suis en parfait accord avec ce que mes prédécesseurs viennent de dire et insister pour dire à notre jeunesse qu'elle doit continuer d'avoir espoir. Je pense que cette pandémie
a bien révélé que la stratégie que nous menons est la bonne, de mettre l'accent sur l'éducation et sur la santé. Je ne voudrais pas revenir sur tous les détails de ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire ces 9 dernières années. C'est autant que le demi-siècle qui a précédé donc notre arrivée aux affaires. Et au niveau de la santé, cette pandémie nous amène donc à accroître la part des dépenses de santé et à améliorer les infrastructures au niveau de la santé. D'ailleurs, quand il y a eu la crise de l'Ebola, bien que nous ayons des pays voisins tels que la Guinée et le Libéria, nous n'avons pas eu un seul cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Et l'évolution actuelle donc, de la pandémie de la COVID montre qu'également le système de santé est assez résistant. Et je considère que c'est une priorité. Maintenant, en matière d'éducation, je suis entièrement d'accord avec mon collègue, le président Macky Sall, que la formation technique et technologique est la meilleure. D'ailleurs, quand je vois un peu tous les startups que les jeunes essaient de mettre en œuvre, et tout cela a été interrompu à cause de cette pandémie, parce que les couvre-feux, les difficultés de trouver des financements, tout cela impacte notre jeunesse. Et surtout en Côte d'Ivoire, nous voyons que le secteur du tourisme et de la restauration, les maquis, sont tenus en général par des jeunes. Donc les jeunes ont été fortement impactés par cette crise. Alors cela nous rappelle que nous devons mettre l'accent sur la formation des jeunes, la formation technique et technologique, et nous en avons la capacité. Par exemple, le traçage des cas de contact en Côte d'Ivoire, c'est grâce à un système technologique que nous avons réussi à maîtriser les choses et à faire en sorte que tout ce qui était à l'intérieur a été ramené à Abidjan. Et je continue pour dire que l'éducation est le meilleur investissement. Notre jeunesse est un trésor et que nous devons vraiment travailler à améliorer les conditions des jeunes. Et bien évidemment, cela doit aboutir à leur trouver des emplois. Et des emplois, ça veut dire une bonne politique économique, ça veut dire des investissements, ça veut dire donc la capacité des gouvernants à choisir les bons projets et à faire en sorte que les questions de gouvernance soient des questions prioritaires. Car c'est en améliorant la gouvernance qu'on améliorera les investissements et qu'on crée des emplois, notamment pour les jeunes. Je vous remercie. Merci, Président. Président Kenyatta, peut-être voulez-vous réagir à propos de l'éducation, enseignement ou par rapport aux questions qui ont été posées par ces jeunes? Oui, merci beaucoup. Je voudrais revenir par rapport au sujet dont nous parlions plus tôt, lorsque nous parlons de ce nouvel ordre mondial. Je voulais dire que je veux remercier les personnes dans les pays développés, et surtout le président Macron, qui a vraiment été sur le devant pour dire qu'il y avait un besoin dans ce nouvel ordre mondial de soutenir les nations les plus vulnérables. Et la deuxième chose, c'est qu'au Kenya, la technologie a joué un rôle énorme pour changer la façon dont nous faisons les choses grâce à la téléphonie, grâce à cette technologie, a vraiment changé la façon dont les Kenyans font des échanges les uns avec les autres, font du commerce. Et donc le résultat, eh bien, c'est qu'il y a quelques années, nous avons commencé à changer le curriculum qui est basé beaucoup plus sur les compétences, qui donne les moyens à nos jeunes, les compétences qui leur permettent de faire face à ces défis sur le marché du travail pour le 21e siècle. Et lorsque on parle de personnes qui, nous au Kenya par exemple, nous utilisons les systèmes de téléphonie mobile pour distribuer des fonds aux plus vulnérables dans nos communautés. Ils ont ces téléphones et ça a créé plus de transparence. Et puis nous voyons beaucoup de création d'entreprises. Et vous pouvez le voir dans ma perspective, et c'est le résultat. Eh bien, nous voyons beaucoup de création d'entreprises qui utilisent cette technologie, qui utilisent l'Internet.
pour pouvoir vendre des services et des produits aux concitoyens. Et donc, ça a créé des opportunités et ça a montré les possibilités immenses qui existent, surtout pour les jeunes, grâce à cette technologie, pour des compétences, pour créer des opportunités, non seulement pour l'emploi, mais pour nos économies, dans de cette révolution technologique. Et peut-être, je suis très encouragé, je suis très fier de travailler en partenariat avec tous ces jeunes qui participent aujourd'hui, mes collègues qui sont tout à fait d'accord aussi. Ils sont non seulement le futur de notre continent, mais ils sont le présent. Ils sont là aujourd'hui, en ce moment. Et je dis, travaillons ensemble en solidarité, poussons des économies vers l'avant, créons cette nouvelle opportunité, forgeons-nous, rassemblons-nous et rendons ce continent jeune le continent de demain. Merci beaucoup, Président Kenyatta. Ma question pour tous, en conclusion, et je vais commencer avec le Président Issoufou. Si vous aviez une chose à dire, un conseil à donner aux pays du G20, que leur demanderiez-vous? Comment leur diriez-vous? Monsieur le Président Issoufou, quel conseil donneriez-vous au G20 qui se réunit dans quelques mois à Riyad? Alors, merci Richard. Moi, en quelques mots, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y aura un avant et un après Covid-19. Il est extrêmement important que le monde réfléchisse sur un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme doit être fondé sur un certain nombre de valeurs. Solidarité, égalité, liberté et dignité. Cela est extrêmement important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important que les ressources, parce qu'il y a beaucoup de ressources dans le monde, soient mieux partagées à l'intérieur des pays et entre les pays. Il faut par conséquent mettre en place les forces qui puissent faire bouger les lignes et qui puissent créer les conditions de la mise en œuvre de ce nouveau paradigme. Merci. President Bio, if you have an advice to give to the G20 countries, the G20 group, which will meet soon, the world leaders, what will be this advice, Mr. President? I think we have to be frank with Africa and support Africa to go through this particular pandemic in a way that we can resume normal activities again. But quite apart from this, I couldn't use my time to talk about education. If you can just give me 1 minute, I should be able to do so. We consider human capital development as very important for our development as a nation. And the best way you can develop the human being is by education, investment in education. And that investment must be fit for purpose. As we loom, as the fourth industrial revolution is looming, that education has to be fit for purpose. So what type of education do we give to our youth, especially taking into consideration the youth budget, so that they are not a problem or a challenge in the future? It means that we have to educate them in a way that we can lead the fourth industrial revolution. We should not be at the receiving end. So even with all what is happening, what we have done is to make sure that using radio, television, the current technologies that are here, we are using everything to make sure that we can deliver education to all the remote areas in the country that we can reach. So Africa should endeavor to make sure that every effort is made to give quality education, especially with the prediction that we are going to have a very high population in Africa. We should make sure that that population is fit for purpose by making sure that we invest in education, that we place them ahead of the queue, so that we are not just consumers, but also Africa should be able to lead and take part in the fourth industrial revolution in a meaningful way. Thank you. President Kenyatta, your message that you shared on stage in Riyadh last October still resonates in my mind. What will be your next message to our friend who will meet soon in Riyadh from the G20?
To our friends in the G20, I have one very simple message. Africa is not the problem, but through partnership, we can be part of the solution. Period. Thank you, Mr. President. Thank you. Monsieur le Président Macky Sall, quel message feriez-vous passer aux leaders du G20, où vous participez d'ailleurs très régulièrement? Monsieur le Président Macky Sall. Je n'entends plus rien. Monsieur le Président Macky Sall, est-ce que vous m'entendez? Oui, Monsieur le Président Macky Sall, quel message feriez-vous passer aux leaders du G20, Monsieur le Président Macky Sall, vous qui y participez régulièrement? Président Macky Sall. OK. Président Macky Sall, est-ce que vous m'entendez? Donc, Président Ouattara, si vous m'entendez, peut-être que je vais vous demander à Président Macky Sall. Nous, on n'entend pas Alassane. Je crois que le Président Macky Sall vous entend maintenant. Voilà. Président Macky Sall, quel message feriez-vous passer aux leaders du G20, vous qui y participez régulièrement? Voilà. Merci beaucoup. En fait, c'est un message d'espoir, un message de partenariat réaffirmé, et que nous devons non plus considérer l'économie et la finance comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen pour servir une fin, c'est-à-dire le progrès et le bien-être de l'homme. C'est pourquoi on appelle nouvel ordre international qui met l'humain et l'humanité au de la gouvernance mondiale. Ensuite, je sais que le G20 a des moyens d'accompagner l'effort de l'Afrique. Nous l'avons dit ici, dans ce plateau, il ne s'agit pas de mendier quoi que ce soit, mais il s'agit de des mécanismes qui nous permettront ensemble d'être résilients et nous sommes tout à fait capables de faire l'accompagnement de nos amis du G20. Merci. Monsieur le Président Ouattara, le mot de la fin. Quel conseil ou quelle observation souhaitez-vous faire à la veille d'un G20 qui s'annonce au mois de novembre et quelles conclusions souhaiteriez-vous apporter, Monsieur le Président? Je vous remercie. Je voudrais bien sûr dire que nous avons une position commune de l'Union africaine qui est portée par nos frères qui nous représentent à ce sommet et nous sommes totalement solidaires. Et je pense que le mot-clé, c'est, comme disait le président Uhuru Kenyatta, c'est la solidarité et le partnership. Et que l'Afrique est un continent d'avenir et je pense que certains s'en rendent compte. Il faut que tout le monde se rende compte que c'est bon d'avoir ce partnership pour aller de l'avant et pour que le monde soit un endroit où nous pouvons tous vivre en paix, mais également en sécurité. Alors pour conclure, je voudrais vous remercier, cher ami Richard Attias, d'avoir organisé cette visioconférence au nom de mes frères. Comme je suis le doyen d'âge en Afrique, c'est important. Je voudrais vous dire au nom de tous que nous avons apprécié cette occasion de nous retrouver et de remercier mes frères également pour les échanges que nous avons eus qui ont été très, très, très fructueux. Je pense que l'Afrique a tiré des leçons de cette pandémie. Je pense que ça ouvre des opportunités pour nous de mettre l'accent sur la santé. Nous le faisons déjà, mais il faut le faire encore plus, surtout que nous avons maintenant un soutien de la communauté internationale, de continuer de mettre l'accent sur l'éducation, sur la formation technique, technologique de nos jeunes, et de faire en sorte que ces jeunes gardent espoir et restent en Afrique, sur notre continent, pour aider à développer le pays. Et je pense que donc le Covid, la situation n'a pas été, elle est certainement difficile dans le monde, elle est difficile en Afrique parce qu'à cause des faiblesses de nos systèmes de santé, mais nous pouvons nous dire que nous avons quand même des taux de létalité qui sont faibles. Et nous avons des taux également de guérison qui sont élevés. Peut-être parce que chacun d'entre nous a pris un peu de nivatine quand il était jeune,
ou parce que notre population est très jeune par rapport aux autres, mais cela ne suffit pas. Nous devons encourager nos scientifiques, nos professeurs de sciences à faire des efforts, à trouver des médicaments, des choses qui soient adaptées à notre vie future, pour que si ces pandémies devaient se multiplier, on ne sait jamais, d'autres pandémies peuvent arriver, que sur le continent, nos ressources donc humaines puissent nous permettre de surmonter ces difficultés. Moi, personnellement, je suis très fier du corps médical en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays africains, parce que ce corps médical a pris ce problème à bras le corps, a travaillé de manière permanente, je dirais, pas continue, de manière permanente, et les résultats ne sont pas mauvais. Bien sûr, nous souhaitons tous sortir de cette pandémie, et si nous n'avons pas fait ce que les Européens ont fait, ou les Américains, si nous avons évité le confinement dans la plupart de nos cas, c'est parce que c'est contraire à notre culture. Nous avons des vies en société et nous avons adapté notre combat contre cette pandémie à notre culture. Et nous avons fait des couvre-feux à des moments. Nous avons essayé de séparer les régions. Nous n'avons pas séparé les êtres humains, mais nous sommes pour la distanciation. Nous sommes sur la mise en œuvre des mesures barrières. Ceci est très important pour résoudre ce problème donc, du Covid. Je voudrais maintenant terminer en remerciant également, Richard, vos experts et votre staff qui nous a permis d'avoir ces échanges, parce que sans eux, nous n'aurions pas pu le faire. Mais nous espérons que malgré ce que nous nous sommes dit, et bien que cela ait été très fructueux, ce que nous souhaitons, c'est de vous revoir très bientôt en Côte d'Ivoire et je suis sûr dans les autres pays. Je dis bien de choses à tous mes frères et je souhaite à nos peuples une bonne santé et également de bonnes perspectives. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Ouattara. Vous avez prononcé un mot sur lequel je vais rebondir pour faire la dernière transition, le mot culture. Le mot culture, Monsieur le Président. Et je crois que malgré cette crise, je crois qu'il est important de penser et de rendre hommage à notre culture africaine. Donc, je fais passer le témoin de conclusion à une fille du continent qui est ambassadrice de bonne volonté auprès de l'UNICEF, notre sœur Angélique Kidjo. So to conclude, I would like to highlight the African culture and I will give the baton, I will give the floor to our sister, the Goodwill Ambassador of UNICEF, Angélique Kidjo. Merci à vous. Thank you very much, Your Excellencies. Merci à tous. Angélique, the floor is yours. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Hello everyone. Merci, mon cher Richard, pour m'avoir invité à cette conversation virtuelle. La pandémie du Covid-19 est un défi pour notre humanité, notre solidarité et notre résilience. Nous devons vraiment réfléchir en ce moment ce que nous voulons pour l'avenir de mon continent bien-aimé, l'Afrique. Je pense que c'est un moment où nous devrions réinventer le Pan-Afrique. Et nous voyons à travers cette pandémie que la santé des gens est au centre du bien-être de nos économies. Les gains financiers ne peuvent pas être plus importants que la santé de tous les êtres humains sur cette planète. Et donc, pour cela, j'ai une chanson que j'aimerais chanter pour vous qui célèbre notre africanité, notre humanité et notre communauté. Et ça s'appelle Afrique. Baby fond Africa grelo, me wenna fond bo monde ekpeton mi de souciant la me wede. Mere manali dat we meeton, ye fond bodo nyanya ton we. Africa me bi se ton we, mi no mi gbe nyanya ton rido. Ashe mama Africa, mama Africa. Ashe mama Africa, mama Africa. Ashe mama Africa, mama Africa. Ashe mama Africa.
me de le chimbo jijani ba me de le fondo nu wa we na tonu to we glelo ye ma do nu de wa we ni yo ye fondo nyanya toro we Africa me bi se to we mi no mi gbe nyanya tori do ashe mama Africa mama Africa ashe mama oh mama Africa mama Africa Nisho 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 Maybe fond Africa grelo me wed na fond bon monde ekpeton mi de souciant la me wede me de manali dak pe mi ton ye fond bodo nyanya ton we Africa maybe say ton we mi no mi pe nyanya ton di dol she mama Africa mama Africa she mama oh mama Africa she mama oh Africa, Ashe mama,